Voilà donc pour ce portrait de Yair Lapid, dont on verra dans un instant s'il se maintient à son niveau, qui avait donc surpris tous les observateurs en 2013. On est maintenant à quelques secondes de vous dévoiler les premières estimations, premières sorties des urnes. On s'attend à quelque chose de très serré, autant vous le dire tout de suite. Donc on va analyser tout cela avec de nouveaux invités qui nous rejoignent. Tout d'abord nos deux analystes politiques maison, Dror Even-Sapir, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Daniel Haïk, rebonsoir. Cette fois vous êtes dans le studio. Bonsoir à Emmanuel Navon, qui est membre du comité central du Likoud, et puis à Pierre Besnénou, bonsoir, vous êtes porte-parole francophone pour l'Union sioniste, car ce sont les deux blocs évidemment qui sont censés se détacher ce soir. On verra cela dans un très court instant. Je vous rappelle d'ailleurs que les bureaux de vote vont fermer dans quelques secondes, donc ça veut dire qu'on va avoir une estimation qui, encore une fois, ne sera qu'un sondage sorti des urnes. Ce ne sont pas des résultats officiels que l'on va vous dévoiler dans un instant, mais tout simplement donc les sondages recueillis auprès de celles et ceux qui sont allés se rendre aux urnes aujourd'hui, qui ont voté, et dont on estime avec un panel représentatif que ça peut donner à peu près une carte fiable du paysage politique israélien. Ça se passe dans d'autres pays de la même façon. On va également analyser tout cela, parce qu'une fois qu'on vous aura dévoilé ces résultats, il faudra se projeter immédiatement dans des possibles coalitions. Qui peut être le Premier ministre? Qui peut former une coalition fiable? Tout cela, ça se fera dans un deuxième temps. Donc celui qui peut arriver en tête ce soir n'est pas forcément le futur Premier ministre de l'État d'Israël. On va donc vous donner tout cela dans un très court instant. On ira également vous montrer immédiatement les réactions dans les différents quartiers généraux pour voir comment évidemment les militants, les supporters de chaque liste accueillent ces résultats que l'on annonce encore une fois très serré depuis le début de cette soirée. Il y a une participation en hausse. On verra également le chiffre définitif. Dans un instant, on retrouvera Maxime Pérez qui est à Jérusalem au siège donc de la commission centrale électorale. Et puis, on va également vous proposer les toutes premières réactions des principaux leaders qui vont se rendre, comme c'est la coutume, dans leur QG, parler à leurs militants, remercier ceux qui ont voté pour eux et puis peut-être pouvoir dire ce qu'ils vont faire après ces résultats. Allez, il est presque 22 h ici à Tel Aviv et on va vous donner tout de suite, pour mettre fin au suspense, les premières estimations auprès des deux principales listes. Est-ce qu'il y a une liste qui se détache ou pas? Ça va prendre quelques secondes et vous allez voir s'afficher à l'écran les visages et de Benjamin Netanyahou et d'Yitzhak Herzog avec le score. Voilà, 27 pour le Likoud, 27 pour l'Union sioniste. C'est la première estimation donc sortie des urnes sur i24 News qui vous est donnée. Si on était en football, on dirait match nul, mais en politique, il faut peut-être un vainqueur. Alors avant d'aller plus loin et de vous donner des estimations plus affinées pour tous les partis, premier commentaire ici en plateau, Dror Even-Sapir. Oui, écoutez, c'est la victoire des grands blocs, des deux grands partis, et c'est d'ailleurs c'est ça la surprise du scrutin en fait, parce qu'aucun de ces deux grands partis, le Likoud ou l'Union sioniste, n'avait dépassé en fait les 25 sièges, si mes souvenirs sont bons, au cours de cette campagne électorale. Le pari de Benjamin Netanyahou a été gagné en fait, puisqu'il a, dans une certaine mesure, toute la campagne, les derniers jours de campagne ont consisté, du point de vue de Benjamin Netanyahou, à réveiller, à sortir de sa torpeur l'électorat de la droite la plus idéologique, en agitant la crainte d'un retour de la gauche au pouvoir. Et donc, en faisant un appel du pied très clair aux électeurs de Naftali Bennett qui s'écroule avec 8 sièges. Alors on va voir justement les premières tendances sorties des urnes données par la deuxième chaîne israélienne. Vous allez le voir parce que vous allez avoir une vue plus précise de la carte politique israélienne ce soir, selon donc la deuxième chaîne israélienne qui est la première en termes commercial. Vous le voyez, elle donne, un avantage d'un siège à l'Union sioniste avec 28, 27 pour le Likoud, 12 pour la liste arabe unie, 11 pour Yesh Atid, ça c'est à peu près ce qui était prévu, tout comme Kulanou, Karklon 10, et donc effectivement vous le disiez Dror Even-Sapir, 8 sièges seulement pour Naftali Bennett, foyer juif, qui est en recul, ce qui donc semble indiquer effectivement qu'il y a eu un report de voix vers le Likoud. On va voir les autres partis maintenant, toujours selon la deuxième chaîne israélienne, on verra dans un instant les autres chaînes israéliennes, mais on peut peut-être avoir la deuxième configuration, donc cette fois, il n'y aurait donc que ces deux listes qui réussiraient
à entrer pour l'instant avec Israël Beitenu, donc de Lieberman, qui aurait 4 sièges. Meretz, le parti de la gauche, réussirait à rentrer là aussi avec 4 sièges. Voilà ce que donne donc la deuxième chaîne israélienne. Daniel Haïk, commentaire. Première conclusion, il n'y a pas de décision tranchée de la part de l'électorat israélien dans ce fameux débat qui a animé toute cette campagne électorale, à savoir quel est le dossier prioritaire, le sécuritaire ou le social. Eh bien, les Israéliens n'ont pas voulu trancher. Ils ont dit que le social les préoccupait. C'est le résultat très honorable d'Yitzhak Herzog et également de Moshe Kahlon et de Yair Lapid. Mais ils affirment, ils continuent de croire que Binyamin Netanyahou reste le principal garant de la sécurité de l'État d'Israël. Conclusion. Eh bien, cela risque de nous amener, de nous conduire vers un gouvernement d'union nationale. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, l'homme déterminant, ça sera le président de l'État. Et le président de l'État l'a affirmé au cours des derniers jours et des dernières semaines. Il est favorable à un gouvernement d'union nationale. Et lorsqu'il y a une parité comme celle-là, eh bien, quasiment, il n'a pas le choix que d'essayer de suggérer, si ce n'est d'imposer à Yitzhak Herzog et à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement d'union nationale qui traitera et du problème sécuritaire et du problème social et qui devra aussi traiter d'un problème dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, c'est la réforme du système électoral. On constate que l'on est dans une situation d'impasse aujourd'hui encore. Il n'y a pas de décision tranchée. Il faut modifier ce système électoral et ça sera peut-être l'un des défis du prochain gouvernement, peut-être donc un gouvernement d'union nationale qui pourrait être dirigé par Binyamin Netanyahou. Les coalitions semblent claires au niveau des... Je voudrais qu'on voit, alors que vous avez là l'image de la réaction des fans, des supporters de Netanyahou au Likoud à Tel Aviv. Vous voyez que c'est plutôt le contentement. C'est vrai qu'il faut rappeler que les derniers sondages donnaient une avance à l'Union sioniste, qu'elle a été comblée donc ce soir visiblement. On va vous montrer également après ces images donc en direct du QG du Likoud à Tel Aviv, où on est donc plutôt satisfait d'avoir en tout cas combler le retard annoncé dans les sondages avec l'Union sioniste, même si on ne sait pas à l'heure qu'il est, et on va y venir, qui va diriger effectivement le prochain gouvernement. Je voudrais qu'on voit l'estimation donnée par la chaîne 10 en Israël, autre chaîne donc importante dans le paysage israélien. On va voir quelle estimation donc donne cette chaîne. Vous voyez que là on est dans l'égalité parfaite, c'est-à-dire 27-27 entre le Likoud et l'Union sioniste, 12 cette fois pour la liste arabe unie, 12 pour Yesh Atid, un siège de plus également pour Bennett et le foyer juif, et puis 9 seulement pour Kahlon et Kulanou. Deuxième animation, toujours selon la 10e chaîne israélienne. Ça va nous permettre de constater comment se portent les autres listes. Vous voyez que le Meretz est à 5, le parti de gauche, et que Israël Beitenu est à 5. Il manque les résultats, voilà, il manque les résultats des orthodoxes qui vont vous être communiqués dans un instant, mais Chasse se situe autour de 7. On arrive, si on fait déjà on essaye de faire des coalitions, on arrive à quasiment une sorte de parité avec un homme qui aura un rôle déterminant, c'est Moshe Kahlon, qui risque d'être le faiseur de roi, même s'il n'est pas certain qu'il y a besoin d'un roi. Peut-être qu'il y aura 2 rois à se partager la couronne de direction de l'État d'Israël, mais Moshe Kahlon risque d'être au milieu avec quelque part une coalition de 55, en tout cas au moins pour ceux qui vont recommander tel ou tel, que ce soit Yitzhak Herzog ou Binyamin Netanyahou, 55 d'un côté, 55 de l'autre, 56, 54, et Moshe Kahlon au milieu. Majorité absolue à 61, il faut le rappeler. Majorité absolue à 61, mais la première étape, ça sera d'abord de savoir qui reçoit le plus de recommandations pour former la coalition gouvernementale. Mais le président de l'État, s'il est clairvoyant, il va voir qu'il n'y a pas de décision tranchée, il va voir qu'on est serré à droite, serré à gauche, et que peut-être quelque part la seule option est de former un gouvernement d'union nationale avec des partis qui sont renforcés, des grands blocs qui sont plus importants qu'on ne le pensait. Plus important que ce que donnait le sondage. Lorsque on parlait de gouvernement d'union nationale potentiel avec un Likoud qui était à 20 et un parti union sioniste qui était à 23, il aurait fallu encore pour compléter 61 mandats, il aurait fallu l'aide de plusieurs partis, des partis orthodoxes, de Kahlon. Là maintenant, avec les 2 blocs renforcés, eh bien ils ont 52 mandats. Ils peuvent se suffire quasiment de Kahlon et ils ont une majorité pour gérer un gouvernement de manière sereine. Alors, réaction maintenant avec vous, qui représentez donc ces partis, Emmanuel Navon. C'est pour le Likoud ce soir un soulagement d'avoir évité ce que certains appelaient une défaite annoncée ? Oui, je pense que si on compare ce résultat
ces estimations à ce qui était prévu par les sondages, c'est très clairement un succès. C'est-à-dire que les derniers sondages de la semaine dernière parlaient de 20 mandats pour le Likoud contre 24, voire 26 pour le Parti travailliste. Certains même prévoyaient 18 pour le Likoud. Donc là, en fait, on est à égalité avec des scores qui sont très honorables. Et je vous rappelle qu'on a un score qui est quasiment identique à celui de 2009. Le Likoud avait fait 27 sièges en 2009. À l'époque, c'était le parti Kadima de Tzipi Livni qui en avait fait 28. C'était le Likoud qui avait formé la coalition parce qu'il avait plus de partenaires que le parti Kadima. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres, d'abord, on n'a pas encore les chiffres des partis orthodoxes qui auront également un rôle déterminant. Il semble que théoriquement, aussi bien le Likoud que le Parti travailliste puissent former une coalition, mais que le Likoud aurait plus de facilité à former une coalition que le Parti travailliste. Et bien entendu, aussi bien Benjamin Netanyahou que Yitzhak Herzog vont se déclarer vainqueurs, mais encore une fois, la victoire sera déterminée pas par leur score respectif, mais par leur capacité à former une coalition. Pierre Besnénou, pour l'Union sioniste. Écoutez, c'est vrai que ce sont des chiffres surprenants, et en particulier comparés au dernier sondage où on voyait un Likoud tourner autour de 20 sièges. Mais sur les premiers constats, en fait, c'est un effondrement de l'extrême droite, ou plutôt un repositionnement de Bibi Netanyahou vers l'extrême droite, puisque effectivement, les derniers jours, c'est plus d'État palestinien et tout un ensemble de messages qui ont été chercher les voix de Bennett et les voix de Eli Yishai, puisqu'apparemment... Donc le parti Yachad, effectivement, n'entrerait pas à la Knesset. Apparemment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, oui, Bibi Netanyahou a redressé la situation du Likoud en allant plus à l'extrême droite et récupérer ses votes. Mais très honnêtement, en regardant l'évolution, c'est vrai qu'on est dans une situation très paradoxale. L'hypothèse de l'Union nationale, pour moi en tout cas, s'éloigne. Le positionnement de Bibi Netanyahou de ces derniers jours amène quand même un éloignement dans l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale. Je ne vois pas comment on peut raisonnablement, lorsque l'on dit clairement, comme il l'a fait maintenant, je ne suis pas pour un État palestinien, et sur tout un ensemble d'autres sujets, imaginer qu'il puisse y avoir un rapprochement. Alors il est vrai, et on le verra dans les prochains jours, que ça va être quand même extrêmement complexe, parce que ce sont maintenant deux blocs non négligeables. Mais je suis encore plus inquiet parce qu'on va repartir sur une situation de négociation assez paradoxale. Il y a une dynamique. En fait, il y a une dynamique tout de suite après après le résultat des élections. On remet les compteurs à zéro et tout ce qu'ont dit les députés, les responsables, les chefs de parti avant, eh bien, est quasiment effacé effacé par la réalité, par la raison d'État. Et ce sont des hommes politiques qui vont parvenir à s'arranger. Vous savez, Benjamin Netanyahou est parvenu à s'arranger avec la plupart de ses ennemis. À l'époque, c'était les David Levy. Il s'est même arrangé avec des gens avec lesquels il n'était pas du tout en accointance. Et donc, finalement, là aussi, on peut s'attendre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est quasiment dans un cas de figure qui ressemble à celui de 84, où il y avait une parité quasi totale entre le Parti travailliste et le Likoud, entre Yitzhak Shamir à l'époque et Shimon Peres de l'autre côté. Plusieurs observations. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on transmet le message suivant. Benjamin Netanyahou serait en mesure, dès cette nuit, en fait, de rassembler autour de lui une coalition gouvernementale. Et c'est peut-être pas faux. On parlait de Moshe Kahlon comme étant le faiseur de roi. Moshe Kahlon vient du Likoud, il faut le rappeler. Il aurait eu la légitimité à se rallier à la gauche, à se rallier à Yitzhak Herzog, si le score obtenu par le Likoud avait été bas. Si Benjamin Netanyahou avait été désavoué par l'électorat, eh bien Moshe Kahlon aurait pu dire le peuple a parlé et mes quelques dizaines, 9 ou 10 mandats, eh bien je l'apporte à une éventuelle coalition dirigée par Yitzhak Herzog avec le centre, la gauche et les partis orthodoxes. Maintenant, c'est évidemment pas le cas, et donc on peut imaginer que Benjamin Netanyahou puisse rassembler une coalition qui
qui va de Moshe Kachlon au centre jusqu'à Avigdor Lieberman, en passant par les partis orthodoxes, avec bien évidemment comme point central et renforcé un Likoud qui obtient 27 mandats. Donc l'option d'un gouvernement de droite, avec le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, est une option qui est plausible, même si effectivement, lorsqu'on a un résultat avec les deux grands partis au coude à coude, l'option qui apparaît la plus immédiate, c'est celle d'un gouvernement d'union nationale, mais, et ça aussi c'est une donnée qu'il faut avoir à l'esprit, la plupart des Israéliens n'en veulent pas. Ouais. Alors je voudrais qu'on voit la dernière estimation donnée par la deuxième chaîne israélienne, qui tout à l'heure semblait pencher pour l'égalité ou pour une avance. On va revoir en image, et ça va être un peu plus précis maintenant, c'est le Likoud qui est donné donc avec un siège d'avance, donc la liste Netanyahou, 28, 27 maintenant pour l'Union sioniste. Ça va sans doute bouger encore, parce qu'encore une fois, ce sont des sondages sortis des urnes, les bureaux viennent à peine de fermer, et ce ne sont pas les résultats officiels. Et vous le voyez donc, 9 pour, par exemple, Kachlon, qui pourrait être celui qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre, 12 pour Yesh Atid, dont il sera intéressant de se demander également ce qu'il va faire. On va le faire avec vous dans un instant. 8 pour Bennett, qui a donc été le grand perdant sans doute ce soir de cette soirée électorale. Et puis on va voir dans une deuxième animation peut-être ce que donnent justement les partis orthodoxes, car on sait que l'un d'entre eux n'entre pas à la Knesset, mais vous voyez que le parti Chasse a 7 sièges, que le parti de la Torah unifiée en a 6 selon cette estimation, 5 pour Meretz qui garde donc sa place à la Knesset, et 5 pour le parti de Lieberman. Quand on regarde cette nouvelle estimation, donc deuxième chaîne israélienne, Daniel Haït. C'est quasiment le même. Les trois estimations sont quasiment semblables. On va voir la première chaîne dans un instant. La même configuration. On est véritablement dans la même configuration. Les partis orthodoxes passent de 18 mandats à 13 avec la défection d'Eli Yishai, qui ne parvient pas à franchir le seuil. Ça devait pénaliser Netanyahou, ou est-ce que ça le pénalise? Alors, ça aurait pu pénaliser Netanyahou si le Likoud n'avait eu que 20 mandats ou 21 mandats. Et donc, les 4 mandats auraient fait défaut au bloc de droite. Mais lorsque le Likoud a déjà 27 mandats, quelque part, c'est un moindre mal pour le Likoud, pour la coalition de droite, de ne pas avoir Yachad. Et malgré tout, avec 27 mandats, la droite peut former une coalition relativement stable, on va dire, légèrement majoritaire et relativement stable. Ouais. Alors, autre commentaire, est-ce qu'à votre avis, Netanyahou, ce soir, peut former une coalition qui va lui permettre de garder sa place, Emmanuel Navon? D'après les chiffres qui sont publiés, Netanyahou a une coalition droite, parti orthodoxe de 64 députés, sans faire entrer Yair Lapid, et j'insiste là-dessus, parce que Yair Lapid, d'après les sondages, lui ajoute encore 12 sièges, ce qui signifierait 76. Pourquoi je mets un point d'interrogation là-dessus? Puisqu'on connaît les relations entre le parti de Lapid et les partis orthodoxes. Il n'est pas impossible qu'il arrive à les mettre ensemble. On sait l'animosité très profonde qu'il y a entre Netanyahou et Lapid. C'est beaucoup à cause de Lapid que Netanyahou a décidé d'engager des élections anticipées. D'un autre côté, dans la précédente coalition, Lapid avait un siège de plus que le Premier ministre lui-même et lui rendait la vie impossible. Aujourd'hui, avec le rapport de force est complètement changé, avec un Premier ministre avec 28 sièges et un Lapid avec 12. C'est plus du tout le même rapport de force. Donc, encore une fois, pour résumer, d'après les chiffres, Netanyahou a une coalition droite orthodoxe 64. Il peut rajouter Lapid s'il le souhaite, il n'est pas obligé de le faire. Bon, Pierre Besnénou, on avait parlé de cette soi-disant envie de changement des Israéliens. Elle ne se manifeste pas ce soir, visiblement. C'est un fait. Si les chiffres restent ce qu'ils sont, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ça amène encore une fois, comme à chaque élection, à se poser de grandes questions sur le système. Puisque globalement, plus de 75% des Israéliens auront voté un candidat qui n'est pas Bibi Netanyahou. 75% des Israéliens auront choisi de ne pas redonner confiance à un mandat à Bibi Netanyahou. Ça, c'est un fait. Mais malgré cela, très probablement, si les chiffres se confirment, vous avez raison, nous allons être dans une situation qui fait qu'effectivement, Bibi Netanyahou sera celui qui pourra créer une coalition. D'ailleurs, c'est ce que c'est assez choquant. Confirmer les images d'ailleurs qui nous parviennent en direct du quartier général de l'Union sioniste. On voit bien qu'à part quelques jeunes là qui dansent, eh bien les mines n'ont pas l'air à la victoire et à la fête. Oui, mais c'est tout de même un score bien meilleur que ce que tous les sondages annonçaient pour l'Union sioniste, mais c'est pas un score qui permet
à Herzog et à l'Union sioniste de rassembler autour d'eux une coalition gouvernementale. Benjamin Netanyahou, encore une fois, peut le faire avec une majorité de 3 ou 4 sièges, ce qui est peu, mais suffisant, hein, alors que c'est pas le cas de l'Union sioniste. Je crois que Benjamin Netanyahou peut ce soir remercier grandement Naftali Bennett de s'être quasiment sacrifié pour la cause du camp nationaliste. Est-ce que c'est Netanyahou qui s'est sacrifié ? Oui, c'est-à-dire Daniel, voyons. C'est-à-dire, il est clair que Naftali Bennett, dans le camp de Naftali Bennett, on a préféré voter en faveur du Likoud pour essayer de combler cet écart donné par les sondages, et on a déserté l'idéologie traditionnelle de Naftali Bennett. C'était l'état d'esprit qui régnait dans le camp de la mouvance sioniste religieuse au cours des derniers jours. Donc Naftali Bennett, il s'est sacrifié, je vais dire, contre son gré. Bien entendu, il ne le veut pas, il se retrouve dans une situation périlleuse. Et le deuxième point, c'est que quand même, Benjamin Netanyahou, malgré tout, alors que l'on disait affaibli, que l'on disait en usure du pouvoir, effectivement, ces derniers mois, et a réussi à sortir quasiment indemne. Il a frôlé la catastrophe, mais il sort quasiment indemne d'une campagne, tous contre Bibi, et finalement, parfois on a appelé Benjamin Netanyahou le magicien. Quelque part, ce soir, on a un peu le sentiment que Benjamin Netanyahou redevient une forme de magicien qui parvient malgré tout, envers et contre toute attente, à sortir de son chapeau une sorte de semi-victoire, et en tout cas certainement pas une défaite. Ce qui confirme également ce que disait l'ancien président du Conseil, Giulio Andreotti: le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Je pense que Benjamin Netanyahou, que la chance de Benjamin Netanyahou, les deux chances de Netanyahou, c'est d'une part le fait que la société israélienne s'est droitisée, qu'elle est plus à droite qu'auparavant, d'ailleurs à l'image de beaucoup d'autres démocraties occidentales, et qu'en face, eh bien, il avait un candidat qui manifestement a fait une bonne campagne puisqu'il a obtenu un bon score, mais dont on sait qu'il manque de charisme, de personnalité. Yitzhak Herzog n'a pas véritablement convaincu. Maintenant, ce qui est important, c'est que Benjamin Netanyahou s'apprête à probablement à battre le record de longévité détenu auparavant par David Ben-Gurion au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Il y avait tout de même une usure du pouvoir, il y avait tout de même de larges pans dans la société israélienne, et pas seulement à gauche, qui s'était lassé de Benjamin Netanyahou. Et ça, Netanyahou devra le prendre en considération. Il devra gouverner différemment. Les médias n'ont pas grossi aussi, peut-être, cette volonté de changement appliquée? Parce que quand on regarde les résultats ce soir, on disait les Israéliens veulent changer. C'est aussi l'image que donnaient les médias à l'étranger. Et ça ne se retrouve pas aujourd'hui. Ce que les médias israéliens ont probablement sous-estimé, c'est le fait que la droite israélienne, la droite idéologique israélienne, est bien plus puissante et plus convaincue que ce que l'on pouvait imaginer. Et Netanyahou a gagné grâce, de son point de vue, à cette droite idéologique, en laminant ses adversaires, que sont, de ce côté-là, l'échiquier politique, que sont Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Elishaï, probablement, ne franchit pas le seuil d'éligibilité. Et le score plutôt bon, mais sans plus, obtenu par Moshe Kahlon, prouve que l'électorat de base du Likoud, voulait rester à la maison, voulait rester au Likoud, peut-être, encore une fois, pour des raisons qui sont proprement idéologiques. Alors, on va aller justement au siège du Likoud maintenant, à Tel Aviv, retrouver Cyril Amar qui est sur place. Vous voyez que la fête semble être sortie. Cyril Amar, vous avez senti effectivement ce soulagement à l'annonce des premières estimations là, et cette victoire que certains peut-être voient déjà se dessiner? Oui, effectivement, quelques minutes avant même la publication des premiers sondages de sortie d'urne, on a bien compris ici que quelque chose était en train de se passer. Le calme tendu, il faut dire, a laissé place à un certain optimisme, voire même à une euphorie. Les sourires se sont largement affichés ici sur le visage des militants du Likoud qui reviennent à peine du terrain, et sur ceux également des ministres. On a vu Israël Katz, on a vu le député Dani Danon accorder avec un très large sourire de nombreuses interviews aux différentes chaînes de télévision israéliennes, et le public ici scande depuis tout à l'heure: regardez qui arrive à grands pas, c'est le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou, Bibi. Voilà ce qu'on peut entendre depuis plusieurs minutes ici au QG du Likoud à Tel Aviv. On apprend également que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné à Naftali Bennett
Bennett, le président du parti Foyer Juif, à qui il a grignoté plusieurs voix, puisque pour ainsi dire, il a pulvérisé le score du parti qui était donné nettement plus en haut dans les sondages, avec seulement 8 sièges. Le Foyer Juif donc est peut-être le grand perdant de cette soirée électorale, des voix qui sont revenues finalement au Likoud, si bien que, pour reprendre les termes d'un édito paru cette semaine dans la presse israélienne, Binyamin Netanyahou s'est rendu au grand rassemblement de la droite israélienne dimanche soir en prédateur fratricide, pour ainsi dire, sous couvert d'une réunion de famille. Il a voulu, et c'est très certainement un pari qui lui a réussi, grappiller des voix à la droite radicale. Pari réussi donc aujourd'hui pour Binyamin Netanyahou. Un mot, Cyril, justement sur ce que va faire le Premier ministre. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il est prévu qu'il vienne bientôt là où vous vous trouvez, au siège du Likoud à Tel Aviv? Oui, bien sûr. Il est prévu qu'il quitte sa résidence de Jérusalem pour se rendre ici aux alentours de 23h, 23h30. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Le podium l'attend, ses militants aussi. La nuit va être très très longue et les calculatrices commencent à chauffer pour savoir de quelle manière Binyamin Netanyahou pourrait éventuellement former la prochaine coalition gouvernementale. Merci Cyril, à tout à l'heure évidemment, et dès que Netanyahou arrive, on vous retrouvera pour vivre ça en direct. Alors on va vous remontrer, pour faire une synthèse, parce que ça fait 20 minutes évidemment qu'on vous a donné les premières tendances. Voici ce que donnent les 3 chaînes israéliennes pour donc ces premières estimations ce soir. Vous voyez, on est d'accord pour 27 côté Union sioniste, et la deuxième chaîne, elle donne une avance, c'est la seule à le faire, au Likoud, avec 28 sièges. Les deux autres donnent 27. Vous voyez que c'est à peu près équivalent pour les estimations de la liste arabe unie, entre 12 et 13 sièges. Également pour Lapid, entre 11 et 12 sièges. Et puis Karlon, Kulanou, là aussi, entre 9 et 10 sièges. Bennett aussi, là aussi, les 3 chaînes sont à peu près d'accord, 8 ou 9. En tout cas, voilà, on a des résultats assez homogènes pour ce qui concerne les principales listes. On va maintenant regarder les autres listes, car là aussi, c'est intéressant, parce que ce sont des partis qui vont avoir un rôle à jouer. Vous le voyez, pour le parti orthodoxe Chasse, parti qui représente la communauté séfarade, on est à 7. Pour le parti unifié de la Torah, on sera aussi entre 6 et 7. 5, là tout le monde est d'accord, pour Lieberman, donc d'Israël Beitenu, qui maintient donc sa présence à la Knesset, tout comme Meretz, le parti de la gauche israélienne qu'on disait peut-être menacé, mais qui devrait obtenir 5 sièges. Pas d'entrée donc pour le nouveau parti orthodoxe Yachad, d'Elishai, qui ne rentre pas, selon ses estimations, à la Knesset. Alors, il faut maintenant peut-être tirer aussi déjà les premiers enseignements. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans les 2 derniers jours, là, que Netanyahou a refait son retard, parce qu'il a vraiment abusé de la parole, alors qu'on ne l'avait pas entendu durant la campagne? Emmanuel Navon, là, jusqu'à aujourd'hui, très tard, il s'est exprimé. Oui, je pense que quand il a vu les derniers sondages, il a commencé effectivement à paniquer, d'où ces interviews incessantes, et également d'où le message qu'il n'a cessé de faire passer. À savoir que d'abord, il y avait une partie des déçus ou des déçus du Likoud qui ne comptaient pas voter. Et là, il leur a dit, écoutez, vous avez peut-être quelque chose contre moi, vous êtes peut-être déçus de ma politique, mais si vous n'allez pas voter, vous allez vous retrouver avec un gouvernement de gauche. Donc ce message a été entendu. Et également, comme cela a été dit ce soir, l'électorat de Bennett et de Lieberman, en leur disant... Si vous votez pour vos partis sectoriels, russophones ou religieux, sachez qu'on risque, nous, le Likoud, de se retrouver à 3, 4, voire 5 députés derrière les travaillistes, et ce sont eux qui formeront la coalition. Ces 2 messages ont été entendus, d'où effectivement ce résultat qui ne fait que contredire la plupart des sondages et la plupart des prévisions également des journalistes, de beaucoup de journalistes en tout cas en Israël. Donc je pense que ce double message a eu son effet. Pierre Besnénou, pour l'Union. Je suis d'accord, c'est un fait. À l'heure qu'il est, on peut considérer effectivement que le bloc de droite, d'extrême droite, l'a emporté. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un mois, le bloc de droite, d'extrême droite, donnait le sentiment d'être gagnant. Il y a eu un peu d'espoir dans les 2 dernières semaines sur certains sondages, mais fondamentalement, on revient pratiquement aux prévisions d'il y a 3-4 semaines. La chose qui m'inquiète particulièrement, c'est que on pouvait considérer Bibi Netanyahou à droite, et puis aujourd'hui, Bibi Netanyahou a été
prendre le message de Bennett, les messages des plus de droite et d'extrême droite, de Lieberman, de Bennett, et force est de constater que le gouvernement qui sera probablement à la tête de l'État d'Israël dans les prochaines semaines sera un gouvernement encore plus de droite et d'extrême droite pour le pays. Personnellement, effectivement, d'entendre qu'il n'y a plus, en tout cas dans l'agenda d'Israël, d'État palestinien, que l'on revienne sur une situation, y compris avec l'Iran, qui est de plus en plus inquiétante, puisque les 6 dernières années de Bibi Netanyahou, on a vu 3 fois plus de centrifugeuses, 10 fois plus d'uranium, et le débat venant Iran contre Israël, alors qu'on avait espéré que le monde soit confronté au problème de l'Iran. On a une dérive qui aujourd'hui va certainement s'accentuer dans les prochaines semaines, et je ne parle pas de la fracture sociale où effectivement on ne peut pas dire que ces 6 dernières années nous ont rassurés. Donc oui, le gouvernement sera très probablement un gouvernement de droite et encore plus d'extrême droite, puisque lui-même, Bibi Netanyahou, a été complètement épousé les thèses de l'extrême droite, mais ça a fonctionné. Ça peut aller vite d'ailleurs, Dror, là, la coalition peut se former assez vite, selon vous? Elle peut se former assez vite. Maintenant, le tout est de savoir ce que veut Benjamin Netanyahou. S'il veut un gouvernement resserré, effectivement, plutôt dont l'axe idéologique est à droite, ou s'il veut d'un gouvernement de large coalition où il pourrait, mais dans des conditions qui sont meilleures de son point de vue, eh bien, gouverner avec le centre-gauche, avec l'Union sioniste, avec Yitzhak Herzog. Encore faut-il que ces derniers en expriment la volonté. Donc, on ne sait pas. Ce qui est plus probable, effectivement, c'est un gouvernement resserré. Mais Benjamin Netanyahou sait qu'un gouvernement dont la majorité repose sur les voix des partis orthodoxes et sur les voix de Naftali Bennett et Avigdor Lieberman ne serait pas forcément ce qui peut être de plus populaire vis-à-vis de l'opinion publique israélienne dans son ensemble. Parce que, oui, avec Moshe Kahlon pour le centre, qui remplacera en fait Yair Lapid dans sa coalition, puisque Benjamin Netanyahou a toujours besoin d'un parti sur son centre. Maintenant, les partis de la droite radicale sont quand même nettement affaiblis. Alors on marque une pause, on vous retrouve dans un instant, juste après cette pause. אנחנו פה כי אנחנו נלחמים על מדינת ישראל. זה היום שלנו, זה היום של כל מי שאוהב את ארץ ישראל. הבחירות הללו הן בין שינוי ותקווה לבין ייאוש ואכזבה. כמה שיהיה לנו יותר מנדטים, יהיה לנו יותר כלים לעשות רפורמות ושינויים לטובת אזרחי מדינת ישראל. I just said the obvious for me, that this would not be an obstacle to form another government and to change Netanyahu's government. نحن توحدنا وسنكون أقوى مما مضى. Soirée spéciale élection israélienne, on est dans ce studio pour vous faire vivre tous les événements de cette soirée. On vous a donné les premières estimations il y a une demi-heure, score très serré, mais plus important que prévu pour les deux blocs Likoud et Union sioniste. Mais donc d'après les premiers calculs de nos analystes ici en plateau, Dror Even-Sapir et Daniel Haïk, c'est Benjamin Netanyahou qui est en mesure de former une coalition de droite ce soir. On vous remontrera tout ça dans un instant. On est avec Emmanuel Navod pour le Likoud, Pierre Besnénou pour l'Union sioniste, et on va retrouver justement au siège, au QG de l'Union sioniste à Tel Aviv, Julien Baloul. Julien, pour avoir la température, d'abord, est-ce qu'on a l'impression que c'est fait, que la coalition est perdue, que le gouvernement est perdu pour Herzog ce soir? Pas du tout, c'est pas du tout l'atmosphère qui règne ici à l'Union sioniste, Jean-Charles. Je parlais tout à l'heure à un militant de gauche, et je leur disais, mais vous faites la fête alors que vous êtes à égalité, vous n'avez pas gagné. Il m'a dit, oui, mais on fait la fête parce qu'on n'a pas perdu. Parce que la gauche a tellement l'habitude de perdre
vous rappelle que la gauche a perdu en 2001, en 2003, en 2006, en 2009, en 2013. Donc c'est la première fois que la gauche arrive à un score aussi haut depuis 1999. Donc même si la gauche n'a pas un net avantage sur la droite, le seul fait qu'elle soit à égalité du premier parti de droite, pour la gauche c'est une victoire. L'autre victoire pour la gauche, c'est que le petit parti d'Elie Echal ne soit pas entré dans la Knesset, que le parti Meretz, lui, soit bien resté dans la Knesset, et que le parti religieux de Naftali Bennett ne soit pas, est entré dans la Knesset, mais n'ait pas eu le score annoncé il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il a vraiment chuté. Pour les militants ici, les militants ici veulent encore y croire, Jean-Charles. Ils estiment qu'une coalition est toujours faisable, que finalement tout dépend des voix du centre, à savoir Kahlon et Lapid, qui ensemble sont autour de 20 sièges. C'est pas négligeable Jean-Charles. L'autre donnée importante, c'est si les Arabes soutiennent la candidature de Herzog auprès du président. C'est aussi une voix pas négligeable, ça veut dire que ça donnerait une majorité à Herzog s'il a le soutien des Arabes, le soutien du centre et du Meretz. Il pourrait former un gouvernement. Bien sûr, il devra alors prendre en compte les Arabes qui pourraient ne pas entrer au gouvernement, mais qui pourraient exiger des places dans les commissions. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'on sait que Kahlon avait dit qu'il n'entrera pas dans un gouvernement qui dépendra de la gauche. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ici, à gauche, on y croit encore. Bon, c'est peut-être pas le cas ici en studio. Pierre Besnénou, merci. Julien Maloul, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, dès que Yitzhak Herzog vient faire son entrée. Il y a encore de l'espoir, vous pensez, comme semblent le penser les militants là-bas au siège Écoutez, je crois que les choses doivent être claires là aussi. Si Kahlon accepte une proposition de Bibi Netanyahou, les jeux sont faits. On compte 62, 63, 64 Kahlon, ancien membre du Likoud. Ancien membre du Likoud. Ouais. Et si Bibi Netanyahou... aussi Kahlon en bisbis très sérieux avec Binyamin Netanyahou depuis... Oui, mais il y a le pouvoir au bout. On est d'accord. Non, mais Daniel, si Kahlon accepte, les jeux sont faits. On peut tourner les chiffres comme on le souhaite. Malheureusement, les jeux sont faits. Encore une fois, je tiens à rappeler que ces chiffres, ce sont ceux que nous avions il y a 4 semaines. Le bloc de droite était majoritaire et on a espéré pendant 2 semaines. Et effectivement, la situation est revenue à celle d'il y a 2 semaines. Il y a quand même un autre élément à ajouter, c'est que, encore une fois, théoriquement, Yitzhak Herzog a une coalition avec Moshe Kahlon, Lapid et les partis orthodoxes, mais mettre Lapid avec les orthodoxes, c'est quasiment impossible. Ouais. Et deuxième chose, n'oubliez pas une chose concernant Kahlon qui est très importante. Kahlon a quitté le Likoud, mais Kahlon sait très bien que s'il a des visées nationales, il devra revenir au Likoud. Or, si, comme je le pense, au bout du compte, il utilise ces quelques années en tant que ministre des Finances pour se former une image publique, ensuite revenir au Likoud et se présenter à la tête du Likoud pour succéder à Netanyahou, recommander aujourd'hui un gouvernement travailliste, c'est brûler les ponts avec la base du Likoud, donc c'est quasiment impossible qu'il le fasse. Il aurait pu le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il avait obtenu un mauvais score. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc effectivement, comme le dit M. Navon, Moshe Kahlon a tout intérêt à rejoindre un gouvernement créé et établi par Binyamin Netanyahou. Quelques petits éléments d'information, Jean-Charles. On parlait tout à l'heure de l'ambiance qui règne au quartier général de l'Union sioniste du centre-gauche. Julien Balou nous disait que les militants de l'Union sioniste continuer malgré tout à y croire, et effectivement, un communiqué officiel de l'Union sioniste nous dit que selon l'Union sioniste, en tout cas, la droite nous trompe, il faut attendre les résultats définitifs, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des inversions de résultats. Est toujours possible. Voilà, et qu'un gouvernement créé établi par Yitzhak Herzog serait possible. On est tous d'accord autour de cette table, c'est très peu probable pour l'instant. Autre élément d'information important, Binyamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, Aryeh Deri du parti Chasse. Donc il rassemble un bloc droite religieuse solide, de manière à ne pas laisser d'autres alternatives à Moshe Kahlon, qui va donc probablement le rallier. Ouais. Alors, il ne faut pas parler d'un parti, le parti Yesh Atid de Yair Lapid, de la même manière. Le centre qui est un peu en recul, finalement. Voilà, alors qu'il y a eu un déplacement, on s'attendait à une sorte de remake de son succès de 2013, lorsqu'il avait obtenu 19 mandats. Et là, on voit que quelque part, Yair Lapid est entre 11 et 12 mandats. Quelque part, là aussi, une partie de l'électorat de Yair Lapid est allée renforcer le camp sioniste, justement parce qu'on avait le sentiment quelque part qu'il y avait une menace de la part du Likoud. Il y a eu aussi ce déplacement de voix de Yair Lapid vers Yitzhak Herzog, et c'est au détriment de Yair Lapid, et Yair Lapid ressort
considérablement affaibli donc de cette confrontation. Il faut savoir que à la question de savoir qui est tenu pour responsable de ces élections anticipées que nous venons de vivre, eh bien, jusqu'à présent, on avait peut-être le sentiment au cours des dernières semaines que c'était Binyamin Netanyahou, que le peuple tenait pour responsable. Il n'est pas impossible que quelque part là aujourd'hui, on dise, eh bien, Lapid aussi avait sa responsabilité dans sa position trop ferme face à Binyamin Netanyahou, dans sa responsabilité dans le devancement de ces élections anticipées que beaucoup d'Israéliens considéraient comme superflues. Ouais. Vous considérez que le centre s'est affaibli ce soir? Bien sûr, Karklon arrive et va obtenir autour de 10 sièges, mais il n'y a pas le même effet de surprise peut-être qu'en 2013 avec Lapid. Non, c'est vrai, mais tout le discours de Karklon était quand même plutôt basé au centre. Et si vous reprenez les chiffres, non, le centre reste à peu près ce qu'il était il y a quelques semaines. On a juste, malheureusement, effectivement, en tout cas malheureusement pour l'Union sioniste, eu à nouveau un balancement de 3-4 sièges. Ça se joue encore une fois à 3-4 sièges vers la droite, l'extrême droite et les orthodoxes. Et donc on repart sur la configuration qui était prévue il n'y a pas longtemps et qui était la configuration d'il y a 2 semaines, selon les sondages, c'est-à-dire un bloc de 62 ou de 63 voix que Netanyahou a aujourd'hui. Sur la question du centre, n'oublions pas que si on regarde les résultats d'aujourd'hui, à savoir Yesh Atid et Karklon, nous avons exactement les mêmes chiffres que ceux de 2013, puisque à l'époque, Yair Lapid avait 19, mais il y avait également les 2 voix de ce qui restait du parti Kadima. Donc on est exactement avec les mêmes chiffres, sauf qu'il y a eu un effet de vase communicant. C'est la seule différence. Je crois quand même que Binyamin Netanyahou j'espère, en tout cas peut-être qu'il a entendu la leçon de l'électorat israélien, c'est-à-dire que effectivement sur le dossier sécuritaire, il reste le maître à bord, mais sur le dossier social, il faut absolument être sérieux. Et quelque part, il l'a dit il y a quelques jours, lorsqu'il a appelé Moshe Karklon et qu'il a invité à prendre le portefeuille des finances, il a dit « Nous allons travailler ensemble dans le dossier social ». Et là, Binyamin Netanyahou ne pourra pas faire abstraction d'une œuvre de restauration du dossier social en Israël avec Moshe Karklon. Ce qui est en train de se passer, Dror, il faut l'expliquer évidemment à nos téléspectateurs, c'est que là, dès ce soir, commencent les tractations des 2 camps finalement, que ce soit l'Union sioniste ou peut-être qu'il y a encore l'espoir, et le Likoud. On contacte déjà les autres partis pour former la coalition, c'est ça? Oui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Binyamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec les leaders des partis satellites ou de ce que l'on appelle en Israël les partenaires naturels du Likoud, que sont les partis de droite dirigés par Naftali Bennett et Avigdor Lieberman respectivement, mais aussi un soutien important, même s'ils sont en baisse par rapport à la précédente Knesset, les partis orthodoxes, Aryeh Deri, le dirigeant du Chasse, et également Yaakov Litzman du Yahadut HaTorah, les mandats de ces 2 partis sont quasiment assurés du point de vue de Binyamin Netanyahou. Et comme on l'a dit, effectivement, il aurait été très très difficile pour Herzog de concilier la carpe et le lapin en rassemblant dans un même gouvernement le centriste libéral laïque Yair Lapid et les partis orthodoxes. Ouais. Alors on va aller à Jérusalem retrouver Maxime Pérez qui est à la Knesset, là où se trouve le comité central donc des élections. Maxime, d'abord, est-ce qu'on a des nouveaux chiffres à donner concernant la participation? Les premières tendances sont-elles conformes à celles que vous entendez là-bas? Écoutez, étrangement, alors que la commission électorale de la Knesset avait annoncé une conférence de presse, une déclaration aux alentours de 22h15, heure israélienne, et bien pour l'instant, cette commission reste muette. On n'a pas de nouvelles indications sur le taux de participation qui néanmoins devrait se situer au-dessus de la barre fatidique des 70% qui était espérée par les responsables politiques. Ce qu'on dit ici, c'est que les électeurs israéliens, jusqu'au bout, se sont rendus dans les urnes pour aller voter. Peut-être que cela explique aussi en partie les résultats serrés, cette lutte au coude à coude entre le camp sioniste et le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud. Maxime, on rappelle que c'est à Jérusalem que tout va se passer maintenant, puisque c'est là aussi que le président Rivlin va appeler celui qui va pouvoir former cette coalition. Oui, le bal des tractations entre les différents partis va commencer, notamment le parti travailliste de Yitzhak Herzog et le Likoud de Benjamin Netanyahou. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, le président de l'État, Reuven Rivlin, a annoncé il y a quelques instants qu'il œuvrerait pour un gouvernement d'unité nationale qui associerait à la fois le Likoud et la gauche israélienne, mais
évidemment, tout au long de la nuit et demain, des tractations vont avoir lieu. Et surtout, il faut rappeler que le décompte des voix n'est toujours pas terminé, qu'il va se poursuivre tout au long de la journée de demain et que des résultats définitifs devraient être annoncés dans le courant de la journée de jeudi. Merci Maxime Pérez en direct donc de la Knesset à Jérusalem. Maxime nous parlait de ces tractations des deux côtés, hein, pas seulement côté Likoud. On disait qu'il y a eu des coups de téléphone de Binyamin Netanyahou à ses potentiels partenaires, mais il faut savoir qu'il y a aussi des coups de téléphone d'Herzog à, par exemple, Aryeh Deri. Herzog ne lâche pas le morceau, il reste, c'est-à-dire il veut donner l'impression qu'il est aussi vainqueur, il veut donner l'impression qu'il y a une parité, il n'y a pas de raison que Binyamin Netanyahou soit devant, surtout si à la fin du décompte, eh bien le parti, l'Union sioniste arrive un mandat devant. Parce que, rappelez-vous, c'est même Binyamin Netanyahou qui l'a dit. Le président de l'État nous a fait savoir qu'il confierait la formation de la coalition gouvernementale au parti le plus important. C'est une des phrases de Binyamin Netanyahou il y a quelques semaines. Une demande de Binyamin Netanyahou. C'est-à-dire il avait annoncé cela pour essayer de mobiliser son électorat. Il voulait faire passer une loi dans ce sens. Donc il va probablement, je l'espère, respecter on va voir qui va aussi son souhait. On va voir qui va être le premier parti. Si on regarde les estimations, on rappelle, il y avait une chaîne israélienne qui donnait 28 pour le Likoud, 27. Et il y a une troisième personne qui doit aussi faire des tractations téléphoniques ce soir, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui va essayer de commencer à tâtonner, à savoir qui va recommander lequel des leaders. Est-ce que, par exemple, les partis orthodoxes vont recommander Herzog ou vont recommander Netanyahou? Tout cela va prendre quelques jours jusqu'au résultat, à la publication. Pendant quelques jours, pendant 2 jours, ce sera officieux, jusqu'à la publication officielle des résultats. Et après, il y aura une démarche officielle de la part du président qui va convoquer chacun des partis. Et chacun des chefs de partis confiera au président qui il considère être le plus apte à former la coalition gouvernementale. Vous pensez qu'il y a une chance que Rivlin appelle Herzog plutôt que Netanyahou, Emmanuel Navon, ce soir? Vous savez, le président agit en fonction de la loi. La loi électorale dit clairement que le président doit donner le mandat aux membres de la Knesset qui a les meilleures chances. Comment est-ce qu'on sait s'il a la meilleure chance? Tout le monde voit les résultats, mais également il y a les recommandations des différents chefs de parti qui arrivent vers le président avec leurs recommandations. Encore une fois, d'après les derniers sondages, le Likoud est en tête, mais cela ne doit pas être considéré, à mon sens, comme un élément important pour former la coalition. On l'a rappelé tout à l'heure, en 2009, le parti Kadima est arrivé en tête avec 28 sièges, mais n'avait pas de coalition. Personnellement, je me suis opposé à la déclaration du Premier ministre au début de la campagne pour demander à ce que ce soit le plus grand parti qui forme la coalition, puisque je pense que c'était une mauvaise idée. Et il avait, à mon sens, eu tort de le dire, parce que si tel était le cas, alors cela risque de bloquer complètement la formation de coalition. Aucune raison de soutenir une telle demande. Tant que, bien entendu, l'écart n'est pas grand. Mais si l'écart est minime, comme c'est le cas aujourd'hui ou comme ça l'était en 2009, pourquoi bloquer dès le début la formation de coalition potentielle? Alors, je lis cette déclaration qui est relayée par le site i24news.fr, qui est celle du président Rivlin, qui déclare là, à l'instant, seul un gouvernement d'union nationale peut empêcher le démantèlement de la démocratie. Qu'est-ce que ça signifie? Il va peut-être un petit peu fort. Démantèlement de la démocratie, ce sont des mots très durs de la part de Reuven Rivlin qu'on a connu un petit peu plus mesuré dans ses propos. On sait depuis déjà longtemps que c'est l'un des souhaits effectivement du président de l'État, Reuven Rivlin, de favoriser les conditions d'établissement d'un gouvernement d'union nationale. Ce qu'il ne prend pas en considération, c'est que une assez courte majorité, mais une majorité tout de même d'Israéliens ne veut pas d'un gouvernement d'union nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il peut y avoir en tout cas un gouvernement qui va du centre de Moshe Kahlon jusqu'à Naftali Bennett, avec, on a dit, une majorité courte mais réelle autour de Binyamin Netanyahou. Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose que les Israéliens ne veulent pas d'un gouvernement d'union nationale, parce qu'en fait, un gouvernement d'union nationale s'impose, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En 1984, en 1988, il n'y avait pas d'autre solution, et que les Israéliens le veuillent ou pas, eh bien, ils ont dû s'habituer à cette idée. Il faut s'interroger sur ce que veut Binyamin Netanyahou et sur ce que veut Yitzhak Herzog. Est-ce que c'est l'intérêt politique de Binyamin Netanyahou de gouverner, d'être à la tête d'un gouvernement resserré, qui bénéficie d'une majorité courte mais réelle,
et qui se dessine des chiffres dont nous disposons, ou à la tête d'un gouvernement élargi, un gouvernement d'union avec Yitzhak Herzog. Est-ce que Yitzhak Herzog accepterait de jouer les seconds couteaux dans un gouvernement Netanyahou sans rotation au poste de Premier ministre? Rien n'est moins sûr. Il faut rappeler à ce propos qu'Yitzhak Herzog lui-même a siégé dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou, qui était une forme en 2009, qui était une forme de parti. Oui, il n'était pas chef de parti. Il a siégé dans le parti avec Ehud Barak, dans une sorte de gouvernement d'union nationale, puisque Barak représentait on va dire l'aile gauche de ce gouvernement de Binyamin Netanyahou. Donc il y a des précédents. Herzog, on l'a dit dans le passé, avait une tendance à essayer d'être favorable à l'union nationale. Le parti travailliste d'Ehud Barak à l'époque n'a rien à voir avec le parti travailliste d'Yitzhak Herzog aujourd'hui. C'est un parti qui s'est un petit peu gauchisé tout de même. On imagine mal des gens comme Sheli Yachimovitch, Amir Peretz, les jeunes, Stav Shafir et Tzimshkouni accepter un gouvernement d'union nationale. Il ne faut pas oublier non plus que Herzog ne contrôle pas son parti. Il est minoritaire dans son propre parti. C'est vrai, comme ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a au sein du parti travailliste toute une aile des nouveaux députés dirigés par Yachimovitch qui, eux, sont fermement opposés à la constitution d'un gouvernement national où le parti travailliste servirait presque de roue de secours pour un gouvernement du Likoud. C'est ce que des gens comme Yachimovitch n'ont cessé de critiquer dans les années 2000 en disant finalement nous ne servons que de roue de secours au Likoud et c'est ça qui nous fait tomber dans les sondages. Donc ils ne retomberont pas dans ce piège, d'autant plus qu'encore une fois Herzog finalement est assez minoritaire dans son propre parti puisque tous les courants favorables à Yachimovitch sont majoritaires. Dernier point, je crois que la déclaration du président de l'État en disant que si ça n'est pas une union nationale, c'est une menace pour la démocratie, est une déclaration complètement aberrante, qu'il a outrepassé ses prérogatives et ses pouvoirs, et je pense qu'il aurait fait vraiment, il a perdu une occasion de ne rien dire là-dessus. Alors, Pierre Besnénou. Non, encore une fois, on peut faire toutes les combinaisons que l'on veut ce soir, et effectivement, les tractations ont commencé. Il est vrai que comme vient de dire Daniel Haïk, Herzog ne va pas baisser les bras ce soir, c'est exclu, et que si l'on fait un calcul avec Aryeh Deri et Carlon, Meretz, on arrive à 62 sièges du côté de l'Union sioniste. Et Lapid. Bien sûr. Lapid étant un allié naturel de Herzog. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut continuer à faire des combinaisons. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la position surprenante du président de l'État. Important quand même de rappeler, on verra les résultats finaux, mais si Bibi Netanyahou respecte ce qu'il a demandé et que Herzog arrive à 28 sièges et le Likoud à 27 sièges, j'espère que Bibi Netanyahou aura l'élégance de dire « moi qui suis partisan et qui ai proposé à ce que ce soit le président du premier parti, je laisse en tout cas la démocratie se faire de cette manière-là, ce qui pourrait encore changer les choses, et peut-être, sans vouloir être provocateur, mais puisqu'on parle de démocratie et que nous sommes tous autour de cette table des fervents défenseurs de la démocratie, mais il y a 120 sièges à la Knesset, et les 12 sièges des partis arabes, ça représente aussi une liste qui amène à changer de façon significative les chiffres. Alors c'est vrai. En deux, probablement. Alors c'est vrai, c'est pas politiquement correct aujourd'hui parce que là-dessus c'est très sensible. Mais si vous rajoutez les 12 sièges des listes arabes, ben on arrive avec Carlon et peut-être Aryeh Deri à avoir une majorité de plus de 70 sièges. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Alors justement, vous parlez de... C'est pas tellement plus cohérent aujourd'hui, effectivement, de revoir des partisans comme Carlon rejoindre le parti de Bibi Netanyahou après avoir claqué la porte en disant que c'était impensable de travailler dans ces conditions. Il y a aussi beaucoup d'incohérences. Alors, on va aller dans un instant à Nazareth, à retrouver justement Léa Berdugo qui suit au siège donc de cette liste arabe unifiée. Comment est apprécié ce résultat qui, c'est vrai, est important quand on le regarde selon les premières estimations, entre 12 et 13 sièges. On va vous remontrer d'ailleurs, puisque ça fait maintenant presque une heure qu'on vous a donné ces premières estimations. On va vous redonner et en images les estimations pour vous rappeler ce que donne la carte politique israélienne ce soir après cette élection à la Knesset. Vous voyez que le Likoud est donné avec une voix d'avance, un siège d'avance donc devant l'Union sioniste, mais c'est très serré, 28-27, 13 pour la liste arabe unie, 12 pour le centre Yesh Atid avec Yair Lapid, 9 pour l'autre parti centriste, plutôt centre-droit, Moshe Carlon et Kulanou, et puis 8 seulement pour Naftali Bennett avec le foyer juif. Et puis on va voir
L'autre animation qui nous donne cette fois les partis notamment orthodoxes qui sont 2 à se maintenir donc dans la Knesset, Chasse avec 7 sièges, le parti de la Torah, unifié de la Torah avec 6 sièges, et puis Meretz, le parti de gauche, 5 sièges, et celui d'Avigdor Lieberman, 5 sièges, donc Israël, Beitenu, pas d'entrée à la Knesset, donc selon ses estimations, pour l'autre parti religieux, Yachad. Une remarque peut-être. Ces 2 partis qui franchissent un petit peu de justesse le seuil d'éligibilité, le Meretz et le parti d'Avigdor Lieberman. Alors on n'a pas les chiffres précis, mais si, avec le décompte réel des voix et avec le décompte des voix des soldats et des diplomates, les choses évoluent d'une telle manière que l'un des 2 partis soit éliminé, eh bien là encore, toutes les cartes seront redistribuées. C'est peu probable, mais on a déjà connu de grandes surprises. Alors, retournons à Nazareth, parce qu'on a retrouvé la liaison avec Léa Berdugo, justement, qui se trouve donc au siège de la liste arabe unifiée. Léa Berdugo, comment est-ce qu'on apprécie ce résultat possible de 12 ou 13 sièges? Est-ce que c'est considéré comme une victoire ou une déception? Écoutez, c'est considéré comme une victoire pour certains et comme une déception pour d'autres. On a entendu la tête de liste Ayman Odeh pour qui c'est une victoire. Déjà, le simple taux de participation des Arabes israéliens a été compté à 65% de participation à la fin du scrutin. C'est nettement plus que lors des précédentes élections. On le rappelle, les Arabes israéliens étaient à l'époque 56% à s'être rendus aux urnes. Alors, quand on écoute Ahmed Tibi, numéro 2 de la liste, eh bien, le son de cloche est tout à fait différent. Il nous l'a dit, il est déçu que les Israéliens ne se soient pas beaucoup plus mobilisés pour leur liste, mais il l'assure, dès demain, ils seront sur le pied de guerre pour voir la réponse qu'ils peuvent apporter. Et il le dit, nous sommes tout de même la 3e force politique à la sortie de ces élections, donc nous verrons quelle sera la réponse dès demain matin. Merci Léa Berdugo. La liste arabe unifiée, la 3e force politique du pays, elle va certainement se scinder parce que on a parlé des différences idéologiques que ces différents partis arabes ont dû surmonter pour constituer cette liste unique. Mais sur la question de savoir qui ces députés arabes vont recommander pour le poste de Premier ministre, il y aura forcément une scission entre l'aile la plus modérée, entre guillemets, le Hadash et Ahmed Tibi qui penchent pour une recommandation en faveur de Herzog, et les plus radicaux, les islamistes et le parti Balad, qui eux ne veulent recommander absolument aucun candidat. Il y a une déclaration de Ayman Odeh, le leader de la liste, qui affirme que nous ferons tout pour empêcher la droite de former un gouvernement. C'est ce qu'il a déclaré ce soir. Effectivement, il n'y a pas de percée du côté des Arabes israéliens. On attendait vraiment une forme de surprise de la part dans ce secteur arabe israélien, une mobilisation peut-être un peu plus massive, même si elle est déjà plus importante qu'en moyenne. Vous savez qu'en moyenne, le taux de participation des Arabes israéliens est de 10 à 12% inférieur au taux de participation nationale. Là, il est de 5 à 7% inférieur. Donc il y a une mobilisation, mais pas suffisante. On parlait de 14, 15 mandats. Finalement, les Arabes israéliens restent à 13, 12. Ce n'est pas la percée que l'on attendait. Et malgré tout, si je reviens sur l'option d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, la liste arabe unie, si elle reste unie, eh bien, pourrait être donc la principale formation de l'opposition. Et on pourrait avoir, dans ce cas de figure assez exceptionnel, le leader de cette liste, Ayman Odeh, qui serait le chef de l'opposition avec toutes les prérogatives que cela peut apporter à un chef de l'opposition. Emmanuel Navon. Personnellement, je vois difficilement cette liste unie, rester unie après les élections, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une union entre des communistes et des islamistes et des nationalistes nassériens qui se sont mis ensemble pour passer le seuil d'éligibilité, mais je les vois difficilement continuer à fonctionner ensemble après les élections. Et par conséquent, surtout si on se dirige de toutes les manières vers un scénario d'un gouvernement droite orthodoxe, ils seront dans l'opposition. Et dernier point, n'oubliez pas que quand on regarde la proportion de la population arabe en Israël vis-à-vis de la population totale et le nombre de députés, il y a beaucoup moins proportionnellement de députés arabes à la Knesset que leur réel chiffre dans la population israélienne. Si tous les Arabes israéliens allaient voter et votaient tous pour des partis arabes, il y aurait beaucoup plus de députés arabes à la Knesset. Or, beaucoup ne votent pas et tous ne votent pas pour les partis arabes. Il y a également des Arabes israéliens qui votent pour des partis généraux. Pas beaucoup, effectivement, mais c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors, on va vous donner dans un instant les premières réactions communiquées de Netanyahou qui parle d'immense victoire pour le camp national israélien. Évidemment,
ce sont les réactions à chaud après donc ces premières estimations. Taux de participation presque définitif que nous communique Maxime Pérez depuis Jérusalem, 71,8%. C'est plus qu'au cours des dernières élections législatives il y a un peu plus de 2 ans, puisque si mes souvenirs sont bons, on frôlait la barre des 70%. Là, il y a un sursaut, donc on peut se réjouir bien évidemment de l'électorat israélien. Peut-être. On remonte nettement par rapport à 2009, c'était à 63% 2009, 67% 2013. Ce qui peut surprendre, étant donné, on aurait pu se dire, voilà, les Israéliens sont appelés aux urnes 2 ans à peine après les précédentes consultations électorales, mais non, il n'y a pas de lassitude démocratique, on peut s'en réjouir, et ça a profité finalement aux 2 grands partis. Merci Dror Evans, Pierre Danielé, qu'on va vous retrouver évidemment tout au long de cette soirée qui n'est pas finie. On va se retrouver juste après les infos, nouveaux points sur l'information dans un instant avec Daniel Goldnick. Puis on revient pour cette spéciale élection, les réactions sans doute à venir en direct des principaux leaders. Merci Emmanuel Navon, merci Pierre Besnédou, et on vous retrouve dans un instant pour cette spéciale élection sur i24 News.